comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon. Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu avec Olivier et Thomas féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche et je vous propose de découvrir les 6 stars du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom porté par 2 femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. C'est Alexandre Pro, cofondateur de Conto, qui l'a choisi comme sista. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Annabelle Bignon, cofondatrice de Maria Schools. Salut Annabelle. Salut Solène. Alors Annabelle, avant de rentrer dans le dur du sujet, en préparant cette émission, je remarquais qu'on avait eu pas mal de sista déjà, qui étaient dans la tech ou dans la formation au sens large. Je pense à Marilyn Perronnet, qui est la fondatrice de Digital School, à Marie Taquet d'Iconoclast, à Adèle Gallet de Ticket for Change, à Clara Delatraz de Switch Collective, ou encore à Claude Thérosier de Magic Maker. C'est une question de femmes, la tech et la formation? Franchement, c'est une très bonne question. Je pense que oui, qu'effectivement, ça attire plus de femmes parce que peut-être sûrement un métier à impact, qu'il y a beaucoup de sens, que franchement, la formation professionnelle, à la base, c'est pas sexy. Et que je vois bien, je le vois bien même dans nos manières et dans qui on recrute. Je recrute beaucoup plus de femmes. Et quand bien même, j'aimerais bien recruter des hommes au même poste, c'est beaucoup plus des femmes qui postulent. Donc oui, il y a clairement un biais féminin. Après, évidemment, il y a des techs hallucinantes montées par des hommes, et il y en aura toujours. Mais une femme entrepreneur qui monte quelque chose dans l'éducation et la formation, ça m'étonne pas du tout. Bon, en tout cas, l'appel est lancé aussi aux hommes de ce côté-là. Exactement, et rejoignez des équipes féminines. Beach over beach. Beach over beach. Du coup, Annabelle, tu nous pitches Maria Schools? Oui. Alors, Maria School, c'est un campus d'école qui forme aux compétences nécessaires de l'ère du numérique. Alors, concrètement, aujourd'hui, on a 3 écoles qui sont toutes sur des thèmes qui vont faire que tu peux te former, te reconvertir, apprendre, développer des compétences ou même complètement changer de vie. On a une première école qui existe depuis 2016 qui s'appelle Lyon, qui, pour le coup, est sur toutes les compétences et les postures de leader de l'ère numérique. Donc ça va être vraiment une initiation à tout ce qui est lié avec la transformation digitale. Il y a des nouveaux métiers, il y a des nouveaux réflexes, on va parler de customer centricity, on va parler plus de marketing digital mais de gros hacking, on va parler de product management dans l'initiation, on va parler de leadership aussi, et on n'est plus un manager, on est un servant leadership. Toutes ces choses-là, qui sont en fait des postures, des nouvelles compétences, des nouvelles manières de travailler, sont enseignées chez Lyon. Notre client principal chez Lyon, c'est l'entreprise. Donc c'est vraiment comment, quand je suis une entreprise, je peux envoyer mes collaborateurs se faire former. Et on a des formations en inter-entreprise. Donc, vous avez des gens de différentes entreprises qui viennent remplir des classes qui existent. Et on a aussi beaucoup de formations complètement créées et co-créées avec les entreprises pour des besoins spécifiques de leurs collaborateurs. L'idée, c'est aussi de former des intrapreneurs? C'est, en fait, Lyon, on dit qu'on est l'école de l'ère entrepreneuriale et qui veut pas dire justement qu'on doit tous être entrepreneurs, mais ça veut dire qu'on peut tous être entreprenants dans notre job, on peut tous être audacieux, on peut tous être aventureux. On peut, en fait, aujourd'hui, le numérique a cette chose formidable qui est que ça nous rend capables. Ça nous permet de faire des choses de manière beaucoup plus immédiate, de parler à ton consommateur directement, de créer une page web en 2 secondes, plein de choses comme ça qui sont possibles aujourd'hui et qui fait qu'aujourd'hui, dans ce monde en plus hyper imprévisible, ça je pense que le Covid nous a donné une bonne leçon d'humilité sur complètement impossible de prédire ce qui va se passer, sont des compétences, une posture qui est complètement nécessaire. Donc c'est pas forcément pour former des intrapreneurs, mais je pense qu'aujourd'hui, si tu veux t'épanouir dans ton job, de toute façon, il faut que tu aies les moyens de pouvoir tester des choses, être un peu plus agile, être beaucoup plus efficace. On perd un temps fou dans plein de choses. Donc, si on pouvait avoir une productivité démultipliée, et il y a plein d'outils qui nous le permettent aujourd'hui. Donc, c'est plus dans cet aspect-là de te donner les armes du numérique pour y arriver.
Je pense, et ça c'est plus Maria Schools en général, je parlerai des autres écoles après, mais on parle vachement de la fracture numérique, des jeunes, des plus vieux, etc. Mais on oublie aussi un peu toutes ces personnes qui travaillent depuis 15 ans, 10 ans, parfois même moins, 20 ans, et qui ont le sentiment d'être loin du numérique. C'est quoi le digital? Comment je l'utilise? Ils n'ont pas eu de cours de Facebook Ads à l'école. Exactement. T'as pas eu de cours de Facebook Ads et t'as l'impression que c'est un monde à part entière et que t'en es loin. T'as l'impression qu'il faut être tech. Ah ouais, faut que je sache coder. Non. En fait, c'est des codes à appréhender, c'est parfois juste un vocabulaire, c'est très souvent une manière de travailler qui peut un petit peu différer. Et tout d'un coup, comment tu redonnes confiance à ces personnes-là en leur disant mais on va désacraliser le numérique, la tech. Et je pense qu'un podcast comme ça permet aussi parfois de désacraliser. Et comment tu fais pour toi aussi en faire partie et comprendre que c'est pas parce que t'as pas fait de digital dans ton métier que demain tu peux pas postuler à un job qu'il est. Et donc c'est ça aussi notre ambition. C'est vraiment de permettre à tout le monde d'avoir accès à cette ère qui est résolument numérique et d'y être à l'aise. Et pour ça, après Lyon, on a aussi construit aujourd'hui 2 autres écoles. Une première qui est Maestro, qui est un bootcamp qui forme les futurs product managers. Ouais. Parce que finalement, toutes les apps, tous les produits digitaux façonnent pas mal notre monde. Et devenir product manager aujourd'hui, c'est aussi te dire que tu vas avoir un impact sur le monde qui est façonné aujourd'hui. Et une des petites fiertés, pour revenir à ta première question que j'ai avec Maestro, c'est que pour l'instant, et c'est une formation assez tech, rentrer dans le produit, c'est vraiment comment je suis le maestro du produit digital. On a des formations très 50-50 féminines et masculines. Et c'est un truc auquel on tient et on espère qu'on va réussir. Parce qu'aujourd'hui, c'est un métier qui est plus masculin. Ouais, c'est un métier qui est plus masculin. Et évidemment, c'est la tech. Et du coup, c'est de toute façon plutôt dominé par les hommes. Et du coup, c'est bien de former des femmes, qu'elles comprennent qu'en fait, si elles peuvent avoir accès, t'es pas dans le code, il faut que tu le comprennes, mais t'es pas obligé de savoir coder, t'es pas obligé d'être ingénieur à la base, mais il faut avoir une appétence pour la tech, il faut être hyper curieux, il faut avoir plein de qualités que toutes les femmes ont évidemment. Et donc, pour moi, c'est vraiment un super métier. Et donc, on a voulu créer Maestro pour former à ce métier-là. Aujourd'hui, c'est beaucoup de personnes qui suivent le bootcamp, qui veulent se reconvertir. Et on est en train de développer Maestro autour de tous ces métiers, autour du product management. Parce que finalement, le product management, c'est ce qui, aujourd'hui, permet aux entreprises de rentrer dans ce qu'on appelle l'agilité, d'être flexible, de pouvoir répondre vite aux signaux de marché, de pouvoir très rapidement réagir quand tu as le Covid, des choses comme ça. Et du coup, on forme aussi au product design et à toutes les choses qui sont liées avec ça au product management chez Maestro. Et on a une dernière école qu'on vient de lancer, qui est notre nouveau-né un peu, qui a eu déjà 2 formations de son actif, qui s'appelle Hero. Parce que c'est important d'être le héros de son histoire et de savoir raconter des histoires qui ont des héros. Et c'est une école qu'on dit de storytelling, un peu pour raconter des histoires à impact. Aujourd'hui, il y a de l'information dans tous les sens. Ouais. Et je pense que tu sors du lot et tu arrives à retranscrire qui tu es, si tu arrives à raconter ton histoire, si tu arrives à raconter l'histoire de ta marque. On le voit avec l'émergence des podcasts. On a d'ailleurs une formation pour apprendre à lancer son podcast. On a des formations aussi à l'écriture, comment tu écris, comment tu rentres dans un récit. Et parce que finalement, l'écriture reste toujours un levier aussi, parce qu'on parle beaucoup de podcasts, de voix, d'images, mais l'écriture est aussi la base, généralement. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a voulu lancer un peu le podcast, parce que aujourd'hui, c'est le nouveau média, pour moi, à côté duquel tu ne peux pas passer. Et de l'autre côté, l'écriture, il faut peut-être lui redonner un tout petit peu ses lettres de noblesse. Tout à fait. Parce qu'en fait, un texte, mais il suffit de voir les LinkedIn. Et l'idée, elle est justement d'arrêter cette espèce de... On n'est pas dans le copywriting, du fait de vraiment apprendre les codes qui fait qu'on va cliquer. On est plus dans affirmer son histoire aussi à l'écrit. Et je pense que c'est les histoires qui impactent, et pour moi, hyper important dans le monde qu'on est en train de dessiner aujourd'hui. Et donc, le tout premier programme dont tu parlais, c'était Lyon. Il est né comment, ce programme ? Lyon est né chez The Family, parce que moi, je travaillais là-bas à l'époque, qui était The Family est un accélérateur de start-up donc qui accompagne des centaines d'entrepreneurs. Et c'est au début de The Family, on est en 2016. Enfin, The Family a quand même 3 ans et donc commence à avoir des start-up dans son portefeuille qui grandissent. À ce moment-là, il y a une problématique qui se pose pour une start-up qui grandit et pour toute entreprise qui grandit d'ailleurs, qui est le recrutement.
Comment tu recrutes des personnes que tu vas onboarder rapidement, qui vont vite comprendre ta mentalité, les outils que tu utilises et tes manières de travailler. Et à partir de ce moment-là, on se rend compte que tous les entrepreneurs disent franchement, c'est pas que j'ai du mal à recruter, parce qu'en soi, ça va. Mais en revanche, les personnes qui arrivent, soit j'avais l'impression que c'était génial et elle était trop contente d'arriver et en fait, elle avait pas compris comment on travaillait, quelle était notre culture, ce chaos permanent. Et donc, la personne, elle part et donc on a perdu un temps fou et elle et nous. Soit elle s'y met, mais ça prend un peu de temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans le jean, basket, baby-foot, en fait. Exactement. On a un des tableaux, nous, chez Lyon, qu'on adore. On écrit partout sur nos murs « Don't be cool ». Et je pense que c'est un des premiers trucs à comprendre quand tu veux rejoindre une start-up, scale-up, qu'importe. C'est vraiment que c'est pas cool. Et du coup, on s'est dit, The Family s'est dit, si on veut aider nos entrepreneurs, parce que nous, la mission de notre entreprise est d'aider les entrepreneurs à grandir, on va former leurs futurs employés. Et à partir de ce moment-là, c'est assez marrant, on lance une formation qui a lieu le samedi en se disant on va permettre à des gens qui travaillent toute la semaine de pouvoir quand même venir le week-end. Il faut que tout le monde puisse venir. Un samedi, normalement, tu peux venir. Et il faut, au début, on s'est un peu posé la question. Bon, on va former des futurs employés de start-up. Comment on les forme ? Est-ce qu'on prend des formateurs ? Est-ce qu'on prend des profs ? Et on s'est dit, on va prendre les entrepreneurs directement. Ou les salariés de ces entrepreneurs qui sont déjà au fait des manières de travailler. Et on les a mis sur scène et on leur a dit, tu vas transmettre ce que tu sais bien faire. Toi, par exemple, t'es devenu un pro en gros hacking. Toi, t'es devenu un pro en SEO. Toi, tu manages tes équipes, mais les gens, c'est incroyable. Ils se sentent tous très responsabilisés. Comment t'as fait ? Qu'est-ce que tu peux transmettre ? Et Lyon, ça s'est transformé en une formation qui dure 8 samedis d'affilée. Tu rencontres 3, 4, parfois 5 entrepreneurs dans une journée qui viennent transmettre sur un des sujets clés de l'entreprise. Donc, tu vas découvrir énormément de métiers, tu vas découvrir des postures et tu vas prendre en main des outils, etc. Parce que le but, c'est que non seulement tu comprennes cet écosystème, mais que tu fasses aussi un projet en parallèle parce que la pédagogie par le faire, elle se prouve. C'est dans l'action. Exactement. Et donc, on a lancé ça de manière totalement gratuite. Ouais. En se disant, ça va être sélectif. Et en fait, il s'est passé une chose auquel, franchement, on ne s'attendait pas forcément. C'est que première session, évidemment, on met sur LinkedIn, on envoie plein d'emails à des bases qu'on avait, etc. Et là, tout d'un coup, 1000 personnes qui postulent pour être pris le samedi. On peut évidemment pas en accueillir 1000. On décide d'en choisir. On fait des entretiens de sélection dans tous les sens. C'est assez marrant. Et là, on en choisit 100 qui rejoignent la première promotion de Lyon. Donc, on avait lancé ça le 1er mai 2016 pour fêter le travail. Et voilà, et là, énorme, franchement, assez beau succès parce que il y a des gens qui vraiment se disent « mais j'ai compris, quoi. Et oui, j'ai envie d'y travailler. » Les entrepreneurs viennent donner des cours en face d'un vivier potentiel de recrutement. Il y en a d'autres même qui nous disent « je viens d'embaucher, mais ils passent d'abord par Lyon parce que comme ça, ils auront directement le bon état d'esprit. » Et on comprend qu'il y a quelque chose qui se passe. Et moi, à cette époque-là, je travaille chez The Family, pas du tout pour ça. J'ai monté une activité un peu chez The Family qui s'appelle Pathfinder, qui est un startup studio, en quelque sorte. Et à ce moment-là, moi, je travaille qu'avec des grands comptes. J'ai plutôt un passé de personne qui a toujours travaillé dans des grandes entreprises. Et du coup, je vais voir les personnes, un petit peu avec ma petite casquette de qu'est-ce qu'on peut faire avec les grands groupes. Et je vais le samedi et je parle à des gens qui sont dans des grands groupes, qui sont à la Société Générale. Je me souviens de quelqu'un qui était chez L'Oréal. Et je leur dis « Ah, alors tu fais Lyon du samedi parce que tu as envie de rejoindre une start-up, tu as démissionné. » « Ah non, pas du tout. Et puis merci parce qu'en fait, vous levez le voile sur ce que c'est. Et je me rends compte de la chance d'être là où je suis. Je me rends compte qu'en fait, quand je mène une initiative, c'est pour des millions de personnes et pas juste 300. Je me rends compte que j'ai du budget, qu'on a ça. Et en fait, je dis « Ah, et du coup, qu'est-ce que tu viens apprendre et prendre dans cette formation ? » Ah ça, je t'arrête, c'est génial. Tous les lundis, quand j'arrive et que je rentre de mon week-end, mon boss, il me prend et je dois retransmettre tout ce que moi j'ai appris parce que c'est exactement les manières dont on a envie de travailler. J'apprends plein de choses pour mon métier, etc. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, en fait, il y a quelque chose à faire autre qu'un programme gratuit pour les entrepreneurs de l'écosystème The Family. Et c'est à ce moment-là que j'ai sorti Lyon, que j'en ai pris sa tête pour développer en fait une école de formation à part entière.
Et la première chose que j'ai faite, c'est donc du coup développer un business model. Ouais. Parce qu'à la base, c'était gratuit. Et donc, c'était un joli centre de coûts. Et les entrepreneurs venaient gratuitement donner les cours, etc. Mais ça reste, tu dois quand même avoir des gens pour que cette formation, qui est en plus ultra qualitative. Et en fait, ça a été la première source. Déjà, nos élèves sont devenus beaucoup des profs. Et ça a été la première source de bouche à oreille pour Lyon. Parce que tous les gens qui appartenaient à des entreprises qui faisaient Lyon revenaient en disant, il faut absolument qu'on fasse des formations avec eux. Et c'est comme ça qu'après, Lyon est devenu un organisme de formation. Et je prononce très peu ce mot. Je prononce beaucoup le mot école. Pourquoi ? Je pense que c'est super important que quand on est l'image de l'école, on arrête de penser seulement aux enfants ou à notre extrême jeunesse. L'école, c'est tout au long de sa vie. Pourquoi pas ? Parce que en fait, c'est faire partie d'un tout, faire partie d'une communauté d'élèves. L'école, c'est le lieu où normalement, tu as le droit à l'erreur. T'as le droit de te réinventer. Et c'est sociabilise hyper, aussi. Exactement. Et tu rencontres tout le temps des gens. Et en fait, il n'y a pas de raison qu'une fois que tu rentres en entreprise, il n'y ait plus ça. Et une fois que tu rentres dans la vie professionnelle. Et du coup, l'idée avec Lyon et aujourd'hui Maria Schools, le campus de ces différentes écoles, c'est vraiment de participer à l'éducation tout au long de sa vie. Et du fait que les trajectoires, elles sont plus linéaires du tout aujourd'hui. C'est faux de croire que on va faire un métier qui va nous emporter tout au long de sa vie. Tu sais, c'est les stats hyper dans 5 ans, 80% des métiers n'existent pas encore, des choses comme ça. Donc, quand tu entends ça, tu es là, oh là là. Mais en fait, quand tu te dis que de toute façon, tu vas apprendre tout le temps, et tu vas nous, te réinventer. À notre grand âge, on l'a déjà vécu. Exactement. Alors ça... non, mais ouais. Mais en fait, comment tu es à l'aise dans un monde comme ça, c'est en comprenant que la seule posture acceptable et dans laquelle tu as envie de te mouvoir, c'est la posture de la personne qui apprend. Bon, c'est pas grave, j'apprendrai. Et donc, la posture du sachant, elle est de moins en moins acceptée et en fait enviable. Non, on n'est pas des sachants. Et tant mieux, c'est le premier truc qu'on fait. Et c'est pour ça que Maria Schools, on a des super locaux au centre de Paris, à Louvre-Rivoli, etc. Et tu arrives dans ces lieux et ça ressemble à une maison. Et tu te sens vraiment... et le but de ce côté maison, c'est aussi que tu lâches prise et que tu te sentes bien dans un environnement où tu vas pouvoir te dire OK, ma casquette de manager, ma casquette de directeur, ma casquette de je manage je sais pas combien de personnes, je la laisse à l'entrée. Et là, on est tous au même niveau. On va tous se tutoyer et on va tous se dire qu'en fait, on est là pour apprendre parce que c'est pas trop ce qui va se passer de toute façon. Donc finalement, c'est aussi vivre une expérience et cette expérience-là, elle passe aussi par une marque forte. Parce que tu disais, la première chose que j'ai faite chez Lyon, c'est faire un business plan, mais tu as aussi créé une marque très forte, aussi bien en termes de wording qu'en termes d'identité. C'était aussi The Family School, si je puis dire, la manière de The Family de penser Lyon de cette manière-là. Ouais, il y a différentes choses. Alors déjà, j'ai pas fait un business plan, j'ai juste apporté un modèle d'affaires et j'ai gagné, mais on n'a pas business model, pardon. Exactement. J'ai fourché. En fait, l'idée, c'était de se dire plusieurs choses. On l'a appelé ça Lyon dès le début. Pourquoi ? Parce que les startups, le monde numérique, la tech, ça peut paraître un peu une jungle. C'est foisonnant, tu comprends pas très bien qu'est-ce qui se passe, qui travaille, pourquoi. Et en fait, quand t'es le lion, t'es le roi de la jungle et tu maîtrises à peu près ce qui se passe. Donc ça, c'était l'idée derrière ça. Et après, l'idée derrière les marques fortes, je pense que quand t'es un tout petit acteur, et ben tu montres un peu qui tu es, tu entraînes les gens, tu te fais regarder. Mais en revanche, une marque forte comme ça, il y a une exigence derrière d'excellence qui est énorme. Parce que tu ne peux pas te permettre d'avoir des couleurs comme on a des couleurs très vives. On peut les regarder sur le site, Internet, dans nos lieux, dans tout ça, sans être derrière extrêmement sérieux, extrêmement bon et apporter énormément de valeur. Et moi, j'aime bien ce côté marque forte parce que du coup, ça te donne les moyens de ton ambition parce que de toute façon, tu n'as plus le choix. À partir du moment où tu affiches ça et que tu ne veux pas rentrer dans le neutre, et susciter de l'émotion, et ben tu dois délivrer de l'émotion, tu te dois de délivrer de la qualité. Et donc, il y a cette volonté-là derrière qui, pour nous, est super importante. Et d'ailleurs, les gens, c'est assez marrant, une de nos grandes fiertés, c'est à quel point tu as fait Lyon, le premier truc que tu fais, c'est que tu vas le mettre sur Internet, tu le mets sur LinkedIn, tu as une fierté d'appartenance qui est très forte. C'est un label. C'est un peu un label. C'est, tu vois, j'ai une amie qui me racontait la dernière fois, c'est un truc qui moi, me fait rire. C'est une fille, elle était à HEC, derrière, elle a été faire du marketing chez Procter & Gamble, qui est quand même l'école formatrice par excellence. Derrière, elle part au BCG, elle est consultante, elle cartonne. Derrière, elle rejoint une start-up qui s'appelle Sidekick,
Elle devient très vite la COO, met en place toutes les opérations, etc. Elle cherche son nouveau job. Et là, quand elle cherche un nouveau job, il y a une des personnes qui la met en relation avec plein de boîtes. Et quand il décrit, qu'il met son CV, je te présente, nanana, tu devrais la rencontrer. Elle a fait Lyon. Moi, ça me fait hurler de rire. Je suis là, ouais, t'as vu tout ce qu'elle a fait aussi. Et en fait, c'est un peu une marque de curiosité aussi. Ouais. De regarder, j'ai beau avoir ce parcours-là, je sais que je ne sais pas. Et je sais que j'ai envie d'apprendre et d'être dans une curiosité permanente. Et cette identité forte, pour moi, elle apporte de la valeur et elle nous force un niveau d'exigence qui est très fort. Et donc, je continuerai toujours à pousser pour qu'on assume 100% qui on est dans le choix des mots, le choix des couleurs et le choix de nos identités. Vous vous êtes inspiré d'autres modèles qui pouvaient avoir, qui auraient pu naître à l'international ou chez nos voisins européens ou américains pour Maria Schools et Lyon? Ouais, on regarde évidemment pas mal ce qui se passe à l'international. Je pense qu'un marché je connais pas encore assez où j'aimerais bien aller voir parce que c'est le premier marché de la formation professionnelle, c'est en Chine. Ouais. Mais ça je connais pas encore assez les modèles. Mais après aux États-Unis, t'as Minerva qui fait des choses incroyables. T'as les Holberton School aussi. Franchement t'as même en France, franchement, l'école 42 de Xavier Niel, c'est juste génial. Et donc, on va s'inspirer, de ce genre d'école, des pédagogies qui sont en train de mettre en œuvre. Moi, j'aime bien le côté communautaire aussi. Et après, notre grande source d'inspiration, qui est la raison pour laquelle ça s'appelle Maria Schools, c'est Maria Montessori. Non pas, franchement, je suis pas une pro de la pédagogie Maria Montessori, mais j'aime bien le côté... on t'éduque on vise l'autonomie. L'important, c'est que tu saches faire toi-même. On va pas faire à ta place. Et l'idée, c'est de donner de la liberté, en fait. Et je pense que si on peut apporter à chacun de l'autonomie pour que derrière, il puisse être libre de choisir, ça peut être pour quelques personnes, parfois ça te fait peur d'être libre de choisir, mais en fait, c'est génial. Et du coup, nos inspirations, elles sont là-dedans, dans les pédagogies. Tu vois, par exemple, c'est marrant, pour Hiro, l'école de storytelling, nos inspirations, elles vont se puiser dans comment tu racontes des histoires pour les enfants, les contes pour enfants, les romanciers, toutes les personnes qui sont en train de décrypter et de réussir à nous embarquer dans des histoires qui comptent, qui ont de l'impact, qui génèrent de l'émotion. Et donc, c'est un peu tout ça, nos inspirations, elles sont hyper diverses. Elles vont être évidemment dans la EdTech à l'international, mais elles vont être aussi dans des personnes qui font des choses où tu te dis, mais moi, j'aimerais bien apprendre à le faire. Est-ce que cette personne, elle viendrait pas me raconter, quoi? Et alors, quand on crée 3 programmes, ou c'est 3 écoles, c'est 3 écoles dans l'école mère Maria Schools, comment on se finance? Très bonne question. Comment on se finance? En fait, on a levé des fonds l'été dernier avec le Crédit Mutuel Innovation et auprès d'une dizaine d'entrepreneurs qui nous ont fait confiance. Et on a levé 2 millions d'euros aujourd'hui pour réussir à développer des écoles, à accueillir toujours plus d'élèves et à un peu construire et bâtir un produit d'éducation hybride. Nous, on est présentiel, on a un produit en ligne, on a un produit qui mêle totalement le en ligne et le présentiel, et on veut créer des écoles sur toutes les compétences qui sont nécessaires. Donc aujourd'hui, j'ai cité Maestro qui forme sur le product management, Lyon sur toutes les thématiques de transformation digitale et d'innovation, tu as le storytelling avec Hiro. Et quelles seront les prochaines, sur quels sont les métiers pénuriques, où est-ce qu'il faut former. Et notre but, c'est de pouvoir être capable d'être agile pour créer de nouvelles écoles. Maestro, tu disais tout à l'heure, le programme a un peu plus d'1 an. Donc, vous vous êtes développé en plein confinement. Exactement. C'est un défi supplémentaire que vous êtes lancé. Et en même temps, ça devait être une opportunité, non? J'aimerais bien... Oui, sûrement. Pour de vrai, non, c'était un peu une galère parce qu'on a lancé Maestro, je me souviens très bien, 2 semaines avant le confinement, en se disant... en fait, on a démarré notre levée de fonds, je pense, le 15 février 2020. Et à ce moment-là, on veut démarrer notre levée de fonds avec quand même 2 choses. 1, nous sommes un modèle présentiel. Et 2, on n'a pas une école, mais on en a 2. Et là, qu'est-ce qui se passe? Confinement. Et du coup, pour Maestro, ce qui était un tout petit peu complexe, c'est que tu le lances en plein confinement pour un bootcamp qui va durer 7 semaines avec des gens qui viennent.
Donc déjà obligé de décaler les dates. Oui. Et donc l'opportunité du confinement, ça a été de prouver que l'éducation en ligne fonctionne, qu'il y a plein de choses à faire et que c'est juste complètement génial. Mais en revanche, l'opportunité du confinement pour lancer une école, si je pouvais l'avoir évité, à mon avis, ça aurait été quand même pas plus mal. Ça aurait été plus facile. Mais derrière, franchement, pendant le confinement, on a tous été très heureux. En tout cas, je vais dire un truc très bizarre peut-être. Mais moi, personnellement, le fait d'avoir plein de boulot, de développer des choses, alors qu'on était confinés, que c'était le mois de mars et qu'on était stressés, ça m'a donné une énergie géniale. Je suis hyper heureuse d'avoir eu le projet Maestro à sortir de terre pendant un moment où on était bien ancré en terre. Et peut-être que ça a inspiré, en revanche, en termes de participants, ce confinement où certains se sont posés des questions aussi sur leur avenir professionnel. Ça leur a peut-être donné envie de participer à la formation, en tout cas en termes dans la position d'élève. Ah ouais, 100%, ça complètement. En termes d'élèves, même si on revient sur la formation professionnelle en général et le marché français est hyper dynamique, c'est un marché ultra attractif en soi, la formation professionnelle. Mais je trouve, et quand tu regardes le marché, on a de la chance d'avoir des entreprises et un État qui finance notre formation. On a quand même près de 500 € pour les salariés quasiment tous les ans pour que tu puisses te faire former sur les sujets qui te sont utiles à ton développement professionnel. Et ça, tous les pays n'ont pas ça. Mais on n'a pas la culture de la formation en mode individuel. Je m'explique, je pense qu'aujourd'hui, tu poses aux gens des questions de quand est-ce que tu as fait du sport pour la dernière fois, et je peux vous poser la question, je te pose la question Solène, tu vas réfléchir, tous les coups tu vas me répondre il y a 1 semaine, 2 semaines, et si tu me dis pas ça, honnêtement, tu auras une pointe de mauvaise conscience en me disant « Oh, faut que j'en fasse ». Parce qu'on a tous compris que le sport, c'était bon pour évidemment notre physique, mais en fait, ça fait du bien à la tête, ça libère, ça. Et je pense qu'apprendre, aller en formation, rencontrer des nouvelles personnes dans ces formations, apprendre une nouvelle chose, se dire qu'en fait c'est possible, ça fait partie d'un truc qui est hyper bon pour nous, pour le développement de notre cerveau, pour tout ça, et on l'a pas encore dans les réflexes. Ni dans les mentalités. Non. Et donc, il y a des Club Med Gym, un jour, il y aura des Club Med Brain, tu vois. C'est mon grand truc. C'est le nom de la prochaine école. Exactement. Maria Schools. Mais... ta plus grosse difficulté avec ce projet La plus grosse difficulté avec ce projet... je pense convaincre en fait, c'est l'hybridité. C'est réussir le défi de... Nous, on veut faire une éducation qui est résolument communautaire, d'où le mot école. Et donc, c'est à chaque fois réussir à mettre la communauté au centre. C'est comment tu réussis à montrer que l'innovation, elle passe pas juste par mettre le cours en ligne. Ouais. Parce que parfois, tu es un peu tenté de ça. Et je pense qu'on a trop cru que l'éducation, c'était en ligne et puis c'était bon, elle était là, l'innovation. Donc non, l'éducation, elle passe par ta pédagogie et en quoi ta pédagogie est innovante, comment elle marche. Et donc, c'est ça, la difficulté de tous les jours, c'est réussir à faire en sorte que chacun comprenne que il fait partie de l'expérience d'apprentissage. Quand tu veux faire une éducation communautaire, ça veut dire qu'il faut mettre ton élève au centre de la pédagogie. Ça veut dire qu'il doit transmettre aux autres, assumer quand il ne sait pas et qu'il a envie d'apprendre, et il doit s'impliquer dans la communauté. Et je dirais que nos grands défis, en tout cas, parce que je vois mes difficultés comme qu'est-ce que je dois réussir à craquer et au fur et à mesure réussir à faire. Et c'est aussi, du coup, comme c'est une difficulté, c'est la plus grande fierté. C'est à quel point, en fait, la communauté de nos différentes écoles, et là, on le voit, Hiro, ça a 2 mois, il y a déjà une communauté Hiro, avec un sentiment d'appartenance, des gens qui ont envie de se rendre utiles, qui t'aident, qui viennent te voir en disant qu'est-ce que je peux faire pour l'école. Et ça, pour moi, c'est hyper fort parce qu'on est de la formation professionnelle, on est en parallèle des vies de tout le monde et des vies professionnelles. Et en fait, on est quand même partie intégrante des vies. Et pour moi, c'est une des choses les plus importantes. Et pour ça, tu dois sélectionner des individus. C'est quoi les critères de sélection pour rentrer dans une des écoles ? Ça dépend. Parfois, on a des critères qui sont... on a quand même beaucoup de formations B2B, chez Lyon notamment. Où, là, ça va être les entreprises qui vont venir. Et donc, ça va être plutôt des sélections de besoins. Ouais. Quel est le besoin, comment on peut l'identifier. Nous, toutes nos formations, en fait, ce qui va dépendre, c'est qui on a en face de nous. Donc, on va te demander qui tu es, qu'est-ce que tu as envie d'apprendre. Un peu, on essaie de voir si la personne arrive à s'auto-évaluer sur ce qu'elle a envie d'apprendre. Et en fonction de ça, la personne qui va venir donner le cours, on n'a pas de prof.
On n'a que des individus qui sont des professionnels, qui font leur métier et qui, en parallèle de leur métier, viennent transmettre un des pans de ce qu'ils savent faire chez nous. Et en fait, du coup, les personnes sont briefées. Bah tiens, tu vas donner un cours, disons, sur... tiens, quel est le dernier cours que j'ai vu ? Là, c'était le feedback. Comment tu donnes un feedback ? Et ben la personne, elle vient... On va lui dire, en face de toi, tu as des personnes qui ont vachement l'habitude de la culture du feedback, mais qui n'osent pas rentrer dans des conversations difficiles. Et donc, elle va changer tout son cours là-dessus. Donc, les critères, ils vont être plus sur de quoi tu as besoin. Et après, les critères pour nos formations sélectives, parce qu'on en a quelques-unes. Et là, dans ces cas-là, les critères pour les formations sélectives, honnêtement, franchement, ça va être beaucoup l'envie d'apprendre et du coup, l'humilité. Ouais. Ça va avec. Et la curiosité. Vraiment sur la personne. Ouais. Le monde numérique a ça de, on va dire, perturbant, qui est qu'on va te demander d'être qui tu es. Et que, non, je veux pas que tu copie-colles un schéma, tu es qui, où est ton erreur, parce que si tu veux rentrer dans ce monde numérique, ça veut dire que tu dois faire. Pour moi, ce qui est au cœur de tout ça, c'est de tester des choses, c'est d'utiliser les outils, c'est de faire. Et faire, franchement, c'est mal faire. Et à partir de là, tu t'exposes. Tu t'exposes d'avoir testé quelque chose, tu t'exposes d'avoir tenté. Et quand tu t'exposes, tu es qui tu es. Et ça peut être perturbant, d'où le fait de le faire au début, dans une école, avec une communauté, d'apprendre. Et c'est ça qui va te donner, exactement, qui va te donner la compétence. Et la communauté, elle vit, j'imagine, après la formation. Comment vous gérez votre communauté d'alumni ? C'est dans tous nos défis du quotidien. La communauté, on la gère comment ? On a un Slack. Aujourd'hui, qui a plus de 5000 élèves. Et donc, ça fait beaucoup. Faut enlever les notifs, là. Exactement. D'ailleurs, t'as une espèce de notification quand tu rentres sur le Slack. Première chose, enlève les notifs, sauf peut-être des rooms dans lesquels tu es en privé et dans lesquels tu pourrais savoir. Donc, on donne ça. Donc, on anime beaucoup par thématique. Par exemple, tu as suivi une formation sur la grosse, tu vas recevoir énormément d'invitations pour des événements. Tu vas recevoir du contenu. On va te demander si tu as envie. Nous, notre communauté, elle se nourrit aussi d'élèves qui deviennent des profs. On fait des dîners par thématique, des événements. On fait pas mal de fêtes. Enfin, on faisait, parce que le Covid a ça va reprendre. Mais ça participe de la communauté, en fait. Et on aime bien, et ça, c'est dans nos défis. Et donc, si d'ailleurs tu as des recommandations là-dessus, c'est comment tu fais aussi pour donner les clés à ta communauté et à tes élèves pour qu'eux-mêmes fassent. Et ça, on y arrive. On a mis au point plein de manières de faire que c'est eux qui organisent les événements. Dans Lyon du samedi, ça continue. On a toujours ce programme 2 fois par an, totalement gratuit, sélectif. Et ça te donne une impulsion pour ta communauté qui est géniale. S'ils prennent plein d'initiatives, ils font plein de choses. On a créé là... grâce à eux, on a sorti un livre qui s'appelle Le Livre de la Jungle, qui est un condensé de tous tes cours que tu peux avoir dans cette formation de Lyon du samedi. Et ça, c'est les élèves qui l'ont sorti. C'est eux qui ont été créés un Kickstarter en disant le livre n'existe pas, mais si jamais vous l'achetez, on n'aura plus d'autre choix que de l'écrire. Et tu vois, ça, c'est comme ça que ta communauté fait vivre. C'est des engagements forts. Exactement. Et si t'es à refaire, tu ferais tout pareil ? Non, évidemment. Évidemment que je ferai pas tout pareil. Non, j'ai fait un nombre d'erreurs, mais un nombre. En fait, c'est marrant parce que j'avais quand même regardé plein de trucs sur les conseils pour les entrepreneurs. J'avais travaillé dans un accélérateur, incubateur de start-up, à voir toute la journée des entrepreneurs qui tombaient dans les écueils de ça. Et franchement, j'ai fait toutes les mêmes erreurs. Et donc, en fait, ça fait du bien. Typiquement, je donne un exemple, mais je me souviendrai toujours. Les premières personnes que tu embauches, tu leur donnes, t'es 2. Tu as une entreprise qui fait un chiffre d'affaires qui est minimum et la personne, elle te suit, elle a une 20aine d'années et tu l'appelles Chief Marketing Officer, tu l'appelles Chief Operation Officer. Et en fait, ça n'a aucun sens de donner des titres pareils parce qu'en fait, si vraiment tu as de l'ambition et que tu veux grandir, derrière, il va falloir leur expliquer que tu prends quelqu'un qui a, ou soit la personne, elle arrive à grandir avec l'entreprise, c'est très bien, mais c'est quand même plus rare. Tu as aussi besoin souvent d'apporter un peu plus d'expérience, etc. Et tu te retrouves à avoir des complications de nom de titre. Alors que, et je l'ai fait, ça, j'ai eu cette problématique. On a eu des problématiques où, sur la pédagogie, on l'a testé dans tous les sens. Et du coup, j'ai eu un jour, je décroche un contrat, mais génial avec L'Oréal. Et derrière, je fais travailler tous les élèves qu'on a de L'Oréal sur un projet personnel. Ils voulaient tous devenir entrepreneurs. Mais à quel moment je me suis pas dit, tiens, tu vas les faire travailler sur un projet pro en ce moment de ce qui se passe. Plein de choses comme ça, mais donc oui, non, ça, je le referai pas, tu vois. Je le ferai différemment, etc. Après, je me souviens que
On parlait de l'éducation au début et pourquoi il y a que des femmes. Et je disais peut-être parce que c'est pas sexy aussi et que les femmes, elles ont peut-être pas peur de mettre les mains dans le cambouis. Et je pense que au tout début, je sais que on m'a déjà fait la phrase, genre, tu travailles dans la formation professionnelle. Et la tech, ça devient sexy, etc. Ouais. Mais la formation professionnelle, c'est un milieu en plus assez opaque qui peut paraître un peu parfois pas attractif. Et je me souviens très bien de me dire, bah oui, j'aime bien et ça, je le referai, quoi. Ça, je le referai 1000 fois parce que c'est magnifique, quoi. Tu changes la vie des gens. Tu vois des nouvelles choses tout le temps, tu vois des gens changer de poste, en obtenir des nouveaux, juste évoluer, se rendre compte qu'ils sont bien là où ils sont. Et ça, pour moi, ça, je me lève tous les matins en sachant que, en tout cas, j'adore où je suis. Ah bah ça, c'est déjà une super chose. Exactement. Ça, non, mais je sais que c'est un peu de la chance là-dessus, mais et pourtant, j'ai que des problèmes tout le temps. Hein, ça, vraiment. Mais c'est un endroit ultra excitant. Et tes prochains défis ? Mes prochains défis, là, on est dans le défi de la croissance, qui est hyper intéressant, hyper marrant. Comment on n'explose pas nos headcounts, en gros notre effectif, et pourtant on explose nos nombres de classes, nos nombres d'élèves par classe, ces choses comme ça. On est dans un défi de prouver le modèle de l'hybride, que tu peux faire mêler le présentiel avec le en ligne. On est dans le défi d'avoir notre plateforme en ligne qui marche bien aujourd'hui. On fait, de toute façon, toutes nos formations de 2020 et 2021 auront été quasiment 100% en ligne. Et donc ça a été, maintenant que ça fonctionne, qu'on a compris comment on fait pour garder cette dose de communautaire et ces moments hyper rythmés que tu as dans la formation. Le but, c'est comment tu grandis tout ça. Et ça va être aussi sur les autres écoles. Aujourd'hui, Maestro et Hiro sont encore petits. Comment tu les fais grandir et qui fait le même rayonnement que Lyon. Exactement. Et sans les problématiques que Lyon a eues, parce que comme on a appris. Donc, on a un défi de scalabilité qui est fort, qui est hyper intéressant, et un défi de je pense, nationalisation. On était peut-être très parisiens, et le fait de nous avoir passé en ligne nous a passé sur du national français. Et on a franchement beaucoup de nos cours en français. Il y a la francophonie, c'est large. Et du coup, où est-ce qu'on peut aller, où est-ce qu'on a envie d'aller, et comment on y va. Bon, de beaux défis, alors. Vous avez un message. Si tu te parlais à toi il y a 10 ans, qu'est-ce que tu te dirais ? Et en particulier, puisque tu es une femme, qu'est-ce que tu penses qu'il faut dire à des femmes, collégiennes, lycéennes, des jeunes filles collégiennes, lycéennes, pour qu'elles pensent à aller dans la tech, que ce soit en tant que, on va dire, fondateur, entrepreneur, ou en tant que salarié dans une boîte tech, y compris dans des métiers traditionnellement plus masculins comme les développeurs, par exemple, ou les product managers. C'est donc la question d'Alexandre. C'est vrai, je rebondis sur les product managers et Maestro. Alors, qu'est-ce que je me dirais à moi il y a 10 ans ? Merci Alex pour ces questions. Il y a 10 ans, j'avais 24 ans. Je sortais d'école, j'allais commencer mon nouveau job. Je l'ai commencé à 24 ans, enfin mon nouveau job, comme si j'en avais déjà eu un. Donc, premier métier. Job. Et je suis partie en conseil en stratégie chez Bain & Company, qui était une boîte américaine. J'avais hyper peur, pour de vrai. T'avais peur de quoi ? J'avais peur, je me disais, il faut que j'apprenne, ça veut dire quoi travailler. J'avais l'impression de ne pas savoir ce que c'était que de travailler, l'entreprise. J'avais un petit côté bon élève, donc un gros côté bon élève. Donc là, je me disais, il va falloir bien faire, que je sais pas faire un Excel, je sais pas faire une présentation, je sais pas faire ça. Et donc je pense que je me dirais, détends-toi, tout s'apprend. Et comme tout s'apprend, tu peux tout faire. Vraiment, je me détendrai, je pense. Et ce que je dirais aux collégiennes aujourd'hui, collégiennes, lycéennes, 15 ans, je pense que ça a beaucoup, beaucoup évolué. Moi, à 15 ans, et aujourd'hui, les lycées, les collégiennes et les personnes de 15 ans, t'es beaucoup plus, je pense, dans un monde beaucoup plus ouvert, beaucoup plus alerte, beaucoup plus aussi en réaction à il va falloir que ce que je fasse dans la vie ait un impact, parce que c'est la génération qui va devoir faire attention, qui a du coup sur les épaules une envie de faire bien et de réapporter du sens, je dirais. Et du coup, cette génération et ces femmes et ces filles, moi je leur dirais, mais les filles, en fait, la tech, c'est ce qui est en train de façonner le monde d'aujourd'hui.
C'est ce qui façonne nos habitudes, c'est ce qui influe sur notre société, c'est ce qui fait que on va consommer d'une manière ou d'une autre. Et du coup, si vous voulez faire partie de ce monde et vous voulez que ce monde ait un biais féminin et qu'on ait notre impact, nous, en tant que femmes aussi sur ce monde-là, allez-y. Que ce soit pour y travailler, que ce soit pour créer une boîte. Je pense que c'est super, super important que les femmes comprennent que c'est justement cet impact qu'elles veulent avoir, il faut l'avoir en y travaillant dans ce monde-là, et que c'est un monde, honnêtement, quand on y travaille, qui est très ouvert aux femmes, et c'est à elles de venir et de monter des boîtes, j'espère. Et de prendre leur place. Et pas que dans l'éducation. Non, mais il y a plein de choses à faire dans l'éducation, et donc si elles veulent aussi prendre place, ça serait bien. Ton premier dilemme en tant qu'entrepreneur? Mon premier dilemme... Non, j'ai des dilemmes parfois avec nos entreprises clientes, où tu vois qu'ils te demandent quelque chose qui n'est pas dans ton... ça m'est arrivé. J'avais une boîte qui demandait quelque chose qu'on ne savait pas faire et qu'on n'avait pas envie de faire. Sauf que derrière, c'est beaucoup de revenus. Et du coup, est-ce que tu changes et tu te dis, je m'adapte et je fais un truc totalement sur mesure, je me contorsionne? Donc ça, je l'ai eu, ce dilemme-là. Et on a choisi de pas faire et de passer à côté, parce que je pense que surtout quand tu es au début, tu dois être droit dans tes bottes, et pour être transparente sur le sujet, c'était un besoin un peu de conseil. Et nous, on est de la formation professionnelle, on est une école, et notre métier, c'est de former. Notre métier, c'est pas de conseiller. Je peux pas exactement savoir comment ton organisation doit être. En revanche, je peux donner aux collaborateurs les moyens d'être dans cette organisation, des moteurs, de la transformation, etc. Et du coup, on a choisi de dire non à l'argent pour rester et se concentrer sur notre métier, ce qu'on sait faire. Je dirais que ça, c'est un des premiers dilemmes que j'ai vus. Et ton premier coup de bluff? J'en ai eu deux, mais ouais, non, le premier coup de bluff en tant qu'entrepreneur, qui était assez marrant, c'est que donc je sors Lyon de chez The Family, et je commence, donc franchement je suis toute seule au début. On a fait des formations qui avaient lieu le samedi, que j'avais même pas spécialement géré moi, et je reprends toute l'activité et je vais voir des grands groupes. J'avais connu dans mes métiers anciens, j'avais connu chez The Family d'autres grands groupes avec lesquels j'avais travaillé. Et là, tout d'un coup, il faut y aller, quoi. Et donc, j'arrive, je me souviens très bien d'un rendez-vous avec la DRH du groupe La Poste. Donc, j'étais trop contente, quoi. Et là, elle me dit, mais vous l'avez déjà fait? J'avais évidemment jamais formé des collaborateurs de groupe sur des problématiques spécifiques. Je dis, bien sûr, on a déjà 150 ou 200 alumni, et voilà comment on le fait. Et là, j'y vais à fond sur... puis on a fait ça pour des groupes à côté, et je sais pas, je suis partie dans c'est sûr que c'est faisable, puisqu'on l'a fait pour 100 personnes le samedi, on peut bien le faire. Et ça, moi, j'ai eu le sentiment d'être dans un coup de bluff. Pour de vrai, c'était un bluff contrôlé, parce que... Ouais, sincèrement, j'y croyais, en tout cas. Je pense que je bluffe bien quand j'y crois. Et ça, c'était des premiers coups de bluff. C'est quand tu vas voir les entreprises, que t'es rien, que personne te connaît, que, en fait, t'as formé des gens qui avaient qu'une envie, c'était d'être là. Et t'as pas formé le manager qui a pas envie d'être là et qui est envoyé par son boss. Et quand on te demande la question, évidemment qu'il faut dire oui. Et donc, tu dis oui, quoi, et t'y vas. Et je pense que tu bluffes aussi sur les premières personnes que tu recrutes. C'est pareil, je me souviens, moi j'ai eu le sentiment, je me souviens très bien, on était au début 2, puis 3, puis 4. Et la première personne qui était avec moi chez Lyon, Marion, me regarde, elle me dit, tu sais, Anna, on est 4 ou 5, faudrait peut-être faire des team meetings. Je dis, quoi? Il faut prendre l'équipe et commencer à réfléchir. Et je me souviens que je me suis sentie en train de bluffer. Bon, alors voilà, où est-ce qu'on va? Alors que je bluffais pas, mais là, je prenais une équipe, je montrais, et pour moi, c'est des sentiments au début de... pour de vrai, au fond du fond, tu sais pas faire. T'es un peu dans le bluff, mais c'est comme ça que tu vas apprendre à le faire et que tu vas. Et petit à petit, tu fais des team meetings de dingue toutes les semaines. Maintenant, en tout cas mensuel. Quel conseil qu'on t'a donné et que t'as pas suivi?
J'ai à un moment quand je suis sortie de conseil, on m'a demandé, j'ai hésité. Je voulais aller dans les médias et j'ai beaucoup hésité. J'avais eu une offre pour rejoindre la strate du groupe M6. Je trouvais ça hyper intéressant de bosser chez M6 parce qu'ils ont plus de 50% de leur revenu qui n'est pas de la télé. Et donc, comment tu te diversifies quand t'es un média Mais je partais encore bosser à la strate, sûrement faire du M&A, etc. Et de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui vient me chercher, qui est le père d'un de mes amis, que je connais mais à peine. Franchement, j'ai dû le voir 2 fois et je l'avais surtout croisé parce que quand j'étais chez Bain, je travaillais à New York. Et cet ami en question travaillait à New York aussi. Et un jour me dit, il y a mon père qui est là, tu veux venir dîner avec nous deux? En soi, pourquoi pas? Je dis ok, allez, on va faire le dîner avec ton père. Et en soi, c'était sympa et tout. Et on parle. Et lui était un ancien, il était consultant, avait créé des activités de conseil chez Mazars, avait été un des grands boss de EY sur des activités. Et on parle du fait qu'on ne croit plus au conseil comme il est donné aujourd'hui. On parle de nos velléités entrepreneuriales, mais à l'époque, j'étais clairement encore consultante. Et là, coup de téléphone du père de cette amie qui me dit, Annabelle, je voudrais te parler, je veux tout quitter et aller créer toutes les activités grands groupes pour créer un start-up studio en collaboration avec The Family. Et là, sur le coup, je ris. Je dis oui, mais c'est super sympa de penser à moi, mais limite, j'exagère un petit peu, mais je lui dis c'est quoi une start-up ? Et là, il me dit mais si, on va faire ça, puis ça va être génial. Et là, je me dis, sur le coup, je laisse tomber, je lui dis c'est hyper sympa, mais je crois que j'ai fait mon choix, je pars chez M6. Et heureusement, je suis quelqu'un d'intuitif, que la nuit porte conseil, et je me réveille le lendemain, je dis mais pourquoi t'as même pas écouté ? Qu'est-ce qui t'a pris ? Au contraire, ça peut être un choix hyper marrant. S'il y a bien un moment dans ta vie où où tu peux le faire, voilà, tu peux tester. Exactement. Au pire quoi. Et donc je le rappelle et je lui dis je veux bien qu'on en parle, je veux bien qu'est-ce qui va se passer, comment on fait. J'ai rencontré tout le monde et je me suis dit j'avais de toute façon 48 heures pour prendre le choix. Et pour de vrai, je pense que ça a été un choix ultra structurant dans ma vie entre rejoindre cette aventure, tout construire, partir d'une page blanche, personne te connaît et construire une activité de start-up studio comme ça, ou de l'autre côté rejoindre la strate d'un groupe et faire. Je pense que les deux, ça aurait été. Et là, j'ai eu pas mal de conseils de potes, de proches et tout sur le thème. Annabelle, toi, t'es une bonne élève. T'as toujours hyper bien répondu à un boss. T'es un bonheur je me sens très bien d'avoir entendu. T'es un bonheur de patron. Ça va être parfait chez M6, quoi. Et en plus, et du coup, je suis ravie aujourd'hui de pas avoir écouté ça. De pas avoir suivi ce conseil. De pas avoir suivi ça. Mais ton intuition. Exactement. Et juste pour rebondir là-dessus, je pense que j'ai suivi mon cœur. Et j'ai fait un choix de cœur en me disant, peut-être que je l'ai un peu post-rationalisé, mais c'est beaucoup plus facile d'aligner ta tête avec ton cœur que d'aligner ton cœur avec ta tête. Et donc, j'ai très bien aligné ma tête aujourd'hui sur mon choix de cœur. Et pour de vrai, c'était aussi un choix de tête maintenant en y réfléchissant. Je pense que c'était une super opportunité. Et donc, voilà, ça fait partie dans les dilemmes. C'est pas un dilemme d'entrepreneur. Non. Mais ça a été un dilemme qui a fait ce que je suis aujourd'hui, je pense. Et le conseil que tu n'aurais pas dû suivre et que tu as suivi pour le coup ? Le conseil que j'aurais pas dû suivre, mais que j'ai suivi... Si, mais ça, c'est... honnêtement, là, comme ça, j'en ai pas un grand. Je dirais que il y a plein de conseils que j'aurais pas dû suivre et que j'ai suivis. C'est que finalement, parfois, il faut arrêter d'aller chercher du conseil partout et s'écouter, aller de l'avant et tout. Donc, je pense que si j'ai suivi des conseils et que à la fin j'ai été déçue, c'est qu'en fait j'aurais pas dû les suivre. Donc, ça va être par exemple, je pense que sur le recrutement, il faut avoir des process ultra normés, bien faits, etc. Et à la fin, t'as pas besoin de recevoir des conseils à droite à gauche pour savoir s'il faut embaucher la personne. Et moi, ça m'est arrivé d'aller chercher plein de conseils, surtout au début. Parce que là, tu suis pas son intuition ? Non, là, il faut faire attention à pas trop suivre son intuition, je pense, justement. Et donc, du coup, c'est des choses comme ça. Mais tu vois, j'arrive pas à trouver un conseil que j'aurais pas dû suivre. Et du coup, toi, le meilleur conseil que tu te donnerais ? Je pense que tu l'as déjà un peu donné, mais... D'avoir confiance, vraiment. De se dire que le meilleur conseil que je donnerais, c'est vraiment apprends. C'est une très belle transition vers la deuxième partie de cette émission. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous ? En préparant cette émission, j'ai vu que tu avais dit que tu cherchais des personnes qui n'ont pas peur de se rebeller, pour notamment le programme Lyon. Et moi, j'étais intéressée par savoir contre quoi, toi, tu t'es rebellée.
plein de choses. Moi, je me suis rebellée. Je me suis rebellée contre le fait que, un peu le statu quo et je me rebelle tous les jours contre le c'est pas possible. Je supporte pas cette expression. Ah, ou moi, je suis pas fait pour ça. Mais comment ça? Enfin, on est fait pour quoi? On n'en sait rien. Essaye. Je me rebelle contre ah, mais dans cet endroit-là, on n'y arrivera pas. Ah, mais avec mon boss, c'est pas de ma faute, c'est de la faute du boss. Et je trouve que je me rebelle vraiment contre le fait de pas faire, le fait de pas essayer d'y arriver, de le tester en tout cas, parce que de toute façon, on fera pas les choses très 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 bien. Donc, je pense que je me rebelle vachement contre ça. Et du coup, le côté la nostalgie de ah ouais, mais quand même avant c'était super bien. Ah mais on faisait ça. Ah mais t'as vu avant quand on était dans tel endroit, il y avait une meilleure ambiance. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu fais pour qu'il y ait une meilleure ambiance aujourd'hui? Je pense que vraiment j'ai un petit côté comme ça qui refuse que on se repose sur des acquis, un petit côté c'est pas de ma faute. Bah si, en fait, il y a beaucoup de responsabilités. Se rebeller contre la non-action. J'ai besoin d'action, d'agissement. Et là, je me dis à m'écouter, t'es insupportable. Mais non, pour de vrai, je dirais que je me suis un peu rebellée contre ce statu quo de ça. Et c'est marrant, mais un jour, je suis allée passer un entretien pour rejoindre un board d'une entreprise ultra traditionnelle. Et j'avais en face de moi une personne qui était effectivement femme, qui a fait une carrière dans un grand groupe, franchement hyper impressionnante. Et elle me regarde à la fin et elle me dit « Oh là là, vous n'êtes pas dans le cadre. Hein. » Tu vois, je me dis qu'est-ce que ça veut dire ? Quel était le cadre ? Exactement. Et je pense qu'en fait, à force d'avoir assumé que non, on n'était pas obligé de respecter toutes les règles. On n'est pas obligé de se dire que pour prendre une décision, il faut demander 10 000 fois la permission. Et qu'en fait, parfois, c'est pas mal de s'excuser. Bah oui, il y a peut-être des endroits aujourd'hui où je ne rentrerai pas dans le cadre ni dans le moule. Mais en fait, elle est là, ma rébellion. Elle est dans l'action permanente, quoi. Du coup, c'est aussi s'éloigner de la première de classe que de ne pas accepter le cadre. Ouais, franchement, oui. Je sais, c'est marrant parce que vraiment, tu me vois petite, j'adorais l'école, quoi. Et puis j'aimais bien le cadre, j'aimais bien les règles, les suivre. Je me suis vraiment, j'ai eu du bol, je me suis vraiment épanouie à l'école. J'adorais ça, j'ai trouvé ça super. Mais j'ai eu un espèce de coup de bambou en arrivant dans la vie professionnelle sur parfois le stress que ça nous met, se mettre dans on n'était plus dans justement l'expérimentation, le tester des choses, rencontrer des nouvelles personnes. J'avais le sentiment que il fallait plus, en fait, dans les études et dans le côté bon élève, mine de rien, il y a plein de nouvelles matières, il y a plein de nouveaux profs, il y a plein de nouveaux élèves, il y a des nouvelles choses à explorer, les leçons, elles changent tout le temps. Et j'ai eu un sentiment de est-ce que ça va autant changer? Comment je peux me mettre dans l'action? Qu'est-ce que je peux faire? Et je pense que c'est pour ça que j'ai quitté le conseil aussi. Et en fait, effectivement, le côté bon élève vient du fait que j'ai arrêté d'avoir peur. Et j'ai arrêté d'avoir peur le jour où j'ai compris qu'une de mes forces était que je me posais pas beaucoup de questions. Et c'est facile de pas avoir peur quand on se pose pas beaucoup de questions. Et du coup, d'avancer en se disant, en se disant pas grand-chose, sauf en prenant l'énergie des actions qui sont faites au fur et à mesure. Et rien regretter? Non. Non, pour de vrai. Il y a eu une vrai. hésitation. Ouais, j'hésite. Non, parce que j'ai failli te répondre, si, plein de choses, mais non. Enfin, par exemple, tu vois, c'est marrant, je sais plus, on me posait la question de est-ce que tu regrettes M6? Est-ce que tu te dis, je pourrais 1000 fois me poser la question, qu'est-ce que je serais devenue? Qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que j'aurais pas eu telle emmerde? Est-ce que j'aurais pas eu je sais pas quoi? Mais non. En fait, non, je regarde pas beaucoup en arrière. Je regarde beaucoup plus avant. Et il y a quelqu'un qui m'a donné un conseil récemment que j'ai adoré et que je vais partager là, qui disait quand tu montes une boîte notamment et que tu es entrepreneur, il faut te demander dans ta semaine si tu as bien 60% de ton temps qui est alloué à demain.
Et si t'as pas au moins 60% qui est alloué à demain, t'es pas dans ton rôle. Et j'ai adoré et je me suis dit, ouf, en ce moment, je suis beaucoup trop dans le présent. Comment je peux revenir aussi à demain et voir comment t'arrives. Et ça, en fait, ça donne une telle liberté, tellement de joie. Honnêtement, quand j'étais consultante, j'avais un super job. Hein. T'es au cœur de problématiques hyper intéressantes, etc. Mais j'étais bizarrement beaucoup plus stressée. Et là, aujourd'hui, d'être dans le choix, c'est moi qui choisis ce que je fais. Hein. Après, t'es jamais... Enfin, t'as de toute façon des boss. Hein. Mes boss, c'est mes clients. Mes boss, c'est mes actionnaires. Mes boss, c'est tout mes équipes. Mais tu vois, t'es de toute façon pieds et poings liés avec plein de choses, qu'importe ton statut au sein de la boîte. Mais je trouve que le fait d'être dans le choix et dans l'action te rend une espèce de liberté qui est grisante et qui te fait oublier tout syndrome de bon élève, quoi. Si on pense un peu à hier, quand tu étais justement petite fille, bonne élève, en dehors de l'école, tu rêvais à quoi? Tu jouais à quoi? Il y avait des choses qui étaient déjà précurseurs d'être dans le faire, d'être dans le... Ouais, j'ai beaucoup nagé. J'étais une grande nageuse. J'adorais ça. Je faisais de la compétition. Je faisais les championnats fédéraux. J'étais numéro 2 du championnat de France. Mais pour le coup, j'avais 12 ans. Mais c'était un des grands trucs qui, pour moi, me portait beaucoup. C'était les clubs de sport. Après, j'avais fait du tennis. J'aimais bien, mais je faisais surtout natation. Et à quoi je jouais? Si je pense à l'enfance et ces choses comme ça va surtout être l'émerveillement devant tout. Tout me paraissait grand. Tout te paraît, pour la première fois, c'est génial. Tu revas dans l'appartement dans lequel tu habites quand tu étais petit et tu dis à tes parents, c'était immense, non? Ah non, c'était minuscule. Et toi, et c'est un peu plus ce sentiment, je me souviens que c'était un truc, je m'émerveillais devant tout. Peut-être un peu naïve aussi, j'admirais plein de choses, plein de gens. Il y a ça qui revient. Et ce que je rêvais de faire, moi, c'était... J'avais deux choses que j'adorais. Je disais toujours que je serais un stit, que j'adorais les enfants et que être au cœur de l'éducation, ça veut dire que tu as un impact. Je disais déjà ça. Hein. Et l'autre chose que je disais beaucoup, mes potes se moquent encore de moi aujourd'hui, je disais toujours que je voulais être Claire Chazal. Pourquoi? Moi aussi, j'aimais bien ça. C'est vrai? Voilà. Tu m'étonnes. Voilà. Et moi, c'était le côté, tu communiques l'information à un grand nombre, tu as une responsabilité qui est énorme. Et je trouvais ça assez fascinant comme métier de transmettre cette information, de la choisir, de la trier et la manière dont tu la donnes a tellement d'impact. Donc, c'était mes deux grands sujets. Et aujourd'hui, je bosse dans l'éducation. Comme quoi, il y a toujours un lien. Exactement. Il y avait dans ta famille des inspirations entrepreneuriales? Non. Attends, j'ai pas envie de parler trop vite. Non. J'avais en revanche la valeur travail très forte dans ma famille. J'ai vraiment été forgée par ça, je pense. Je me souviens très bien, quand j'étais petite, mon père il disait « il faut cravacher, tu vas voir, après ça marche ». J'ai dit « bon ». Ma mère a toujours beaucoup travaillé aussi et nous a montré l'importance de travailler, d'être indépendant. Il y a eu jamais j'ai senti le poids, si je peux appeler ça comme ça, d'être une femme. Parce que j'avais l'impression que le travail libérait. On m'a un peu toujours dit, tu vas voir, c'est tellement génial de travailler. C'était plutôt ça, on voyait ça. En tout cas, j'ai eu le sentiment que on me donnait ça comme valeur. Mais et du coup, moi, le modèle de mes parents, ça a été un modèle de personnes qui travaillaient énormément. À des postes de responsabilité dans des entreprises dans lesquelles il restait 20 ans, 25 ans, beaucoup On faisait d'années. toute sa carrière. Exactement. Donc, pas du tout. Et du coup, aujourd'hui, quand ils regardent, ils disent « oh là là, on n'est pas dans les mêmes schémas ». Ça perturbe un peu sur la génération de nos parents. Complètement. Ça perturbe. Et après, j'ai la chance d'avoir des parents hyper supportifs. Je parle avec des franglais, désolé, dans le soutien. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote assez marrante, mais je me souviens très bien que j'appelle ma mère et je lui dis « bon, maman, c'est décidé, je pars chez M6. Là, j'ai fait le choix, je vais aller chez M6. » Parfait, Nana, c'est génial, bravo, c'est un super choix, ça te va hyper bien, c'est bien et tout. Je la rappelle 2 heures plus tard. Non, j'ai décidé, en fait, je vais aller monter Pathfinder avec The Family, etc. Génial, Nana, bravo, c'est super. Et je tape, mais non, mais aide-moi. Et ce jour-là, quand tu comprends aussi que tu as un soutien indéfectible, tu vois, je pense que la confiance, elle vient de là aussi. Ouais. Quand tu comprends que, en fait, ça va aller, que j'aille
le chemin A ou le chemin B, j'avais le sentiment d'avoir ça. Et je pense que le fait de me dire aussi que travailler, il n'y a pas de secret, ça porte ses fruits, quoi. Tout à l'heure, tu nous as parlé du coup du père de ton ami qui t'avait appelé pour ce projet. Je pense que du coup, il fait partie des personnes qui ont impacté ta vie et qui ont fait aussi la femme que tu es aujourd'hui. Il y en a d'autres? Ah, il y en a plein d'autres. Évidemment, les femmes de ma famille aussi, beaucoup, les hommes aussi évidemment, mais ma mère, ma sœur. Moi, je pense que les gens qui font ce que je suis aujourd'hui, c'est un peu les gens du quotidien. Je sais pas comment te dire, mais je trouve que en fait, ça impacte beaucoup ta vie, toutes ces rencontres que tu fais. Et je regardais la dernière fois, il y a une personne qui est venue faire une formation. Elle a 45 ans, elle travaille dans une usine près de Nantes. Et elle venait et elle devait, à la fin de la formation, réussir à pitcher son projet qu'elle avait défendu déjà depuis des mois et des mois, mais là, on le revoyait de manière un peu différente, devant le comité exécutif européen et donc en anglais. Cette personne ne parlait pas anglais. Donc, on avait la double difficulté de réussir à faire sortir un projet de terre et la deuxième, de faire pitcher cette personne en anglais. Du coup, c'était une formation assez longue. On fait la formation, ça dure sur 2 mois, mais une journée par semaine, donc 8 sessions, etc. Et la personne, à la fin de la session, elle vient me voir, elle avait les larmes aux yeux et elle me dit je sais plus si elle avait 42 ou 45 ans, et j'ai grandi. Et je savais pas que c'était possible de grandir à mon âge. Et ça, pour moi, c'est des sources d'inspiration et qui font que soit ça me guide dans il faut continuer à faire ce que tu fais, soit faut transmettre, soit d'autres personnes que tu rencontres qui, au contraire, te révoltent et te disent il faut. Donc, je dirais que c'est plus ça. Et ma cofondatrice, Agnès Alazar, que j'ai rencontrée, donc j'avais déjà commencé à faire grandir Lyon et à développer Lyon depuis 2 ans. Et après, je la rencontre. Et je pense que c'est sûr et même certain, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Et c'est beaucoup avec elle. Enfin, c'est que avec elle. Et c'est grâce à elle aussi, je pense qu'aujourd'hui, j'évolue et que je grandis, quoi. Et tu te ressources comment? Où est-ce que tu retrouves ta force? Ta famille, j'ai l'impression? Ouais, pas mal. Une bonne source. Les livres. Ouais. Je lis tout le temps. Tout le temps. Je dois lire 1 à 2 romans par semaine. Et que des fictions. Je suis incapable de lire un roman, de monter sa start-up en 3 étapes. Et après, il y a plein de gens qui m'en conseillent, tu devrais lire ça. J'y arrive pas. Je préfère à la rigueur écouter ça en podcast. Mais du coup, je me ressource dans la fiction la plus totale. Et ça me fait du bien. En fait, moi, j'ai besoin de cette session de lecture où ça m'emmène dans un monde. Je peux me concentrer des heures dans un bouquin, quoi. J'adore ça. C'est une porte d'évasion. Exactement. Et d'imagination dont tu parlais tout à l'heure sur Hiro. Exactement, Hiro. La créativité. Et si tu avais 2 heures de plus par jour, t'en ferais quoi? C'est une tellement bonne question, ça. Lire 3 bouquins par semaine. Non. Non, du coup, peut-être regarder des séries, parce qu'en contrepartie, je regarde pas trop de séries. Qu'est-ce que j'en ferais? Je pense j'en profiterai pour voir plus mes amis. Je les vois déjà pas mal, pour de vrai, mais faire plus de choses autres que juste un dîner. Peut-être, et j'aimerais bien, je suis en train d'y penser en ce moment, mais faire une activité à côté. Et donc les 2 heures par jour en plus. Ouais. Oh là là, alors là, je ferais plein de choses. Mais j'aimerais bien soit reprendre un sport en prenant vraiment des cours, progressant, etc. Pourquoi pas reprendre la natation, mais avec un prof, quoi, qui m'aide, etc. Ça, c'est des choses que j'aime bien. J'aime bien, moi, quand je me mets un peu des Continuer défis. d'apprendre. Continuer, ça c'est sûr et certain. Et si vraiment j'avais ça, faire une activité qui développe aussi qui je suis, du théâtre, aller suivre des cours à l'école du Louvre, des choses comme ça. Mais clairement, je le prendrais pour moi. C'est temps. Ouais. Tu as bien raison. Et quand tu penses à demain, tu vois quoi? Je vois plein d'élèves. Franchement, je vois quelque chose de très ensoleillé, avec des énergies assez positives, à se dire que ce monde numérique nous offre des possibilités énormes et que
tu vas proposer à de plus en plus de monde de les saisir, à plus de monde de faire partie de cette ère qui bouge en permanence. Et du coup, je vois un peu, c'est une phrase de Jules Verne qui dit mobilis in mobile. Et c'est un peu comment tu es toi-même en mouvement dans un monde en mouvement. Et donc, comment tu es mobile dans la mobilité. Et donc, je vois plein de mouvements, mais un peu, tu sais, on est tous des surfeurs et ça se passe bien. On prend tous la bonne vague. Exactement. Waouh! C'est quoi la plus grosse claque que tu as prise? Honnêtement, j'ai un peu deux réponses. Il y a la claque que tu te prends au quotidien, que si tu te prends pas, de toute façon, t'avances pas un peu. La personne dont t'as tout donné pour la recruter, ça marche pas. Le client, t'as tout fait pour l'avoir et il te choisit pas. Des trucs tu vois, les personnes qui démissionnent de ton équipe alors que t'as l'impression que ça se passait bien et pour des raisons, mais ultra logique, hein. Mais forcément, toi, en plus, c'est ta boîte, on a beau dire, il ne faut pas vivre les choses personnellement. Il y a des choses que tu prends personnellement, mais moi, je pense que les plus grandes claques que je me prends, c'est les gens qui me donnent sans avoir d'arrière-pensée en me disant, mais je vois même pas ce qu'il peut attendre en retour. Et quand j'ai lancé Lyon, j'ai écrit un petit article qui expliquait sur Medium en disant voilà, je crois que la transformation des entreprises, la transformation numérique, en fait, c'est juste une transformation humaine. Et du coup, j'ai pris le parti de rentrer dans l'éducation et de passer par la transformation de l'humain, de l'apprentissage. Je vais former des équipes de grands groupes, mais aussi des individus à ça. Et j'ai écrit ça. Et là, j'ai un email d'une personne que j'avais rencontrée à un dîner de boulot, mais un truc où il y avait énormément de monde. On s'était parlé, on s'était très bien entendu. On avait parlé justement de transformation, de start-up, de grands groupes. C'était resté assez professionnel. Mais tu sais, tu sens quand t'as quelque chose de... Tu penses les mêmes choses professionnellement, qu'il y a un atome crochu et que peut-être derrière, tu pourras retravailler ensemble. Et donc, je publie ça et cette personne-là m'envoie un email. Annabelle, j'aimerais qu'on se parle. Pour l'info, cette personne, je peux la citer, hein, c'est Emmanuel Sauger. Il est l'ancien directeur marketing monde de Coca-Cola, donc il travaillait chez Atlanta. C'est un investisseur, mais qui a un flair de dingue. C'est lui qui a dit à Coca, tiens, il va falloir qu'on mette les activités de venture au marketing et non pas en faire un truc à part, parce qu'il faut que ces activités servent nos consumers et notre marketing un peu de masse, tu vois. Et donc, il a fait au début investir, puisque c'était une toute petite boîte de Suédois qui avait lancé Spotify. Et donc, juste meilleur flair de la Terre. Il a eu exactement la même chose avec Snapchat, jusqu'au jour où il s'est dit, bon, je crois que ma deuxième partie de carrière, après avoir passé près de 20 ans chez Coca-Cola, et il a monté un fonds aujourd'hui d'investissement qui s'appelle Cassius Family. Il est basé à New York et à Atlanta, où était le siège de Coca-Cola. Et il investit aujourd'hui dans des boîtes qui ont des succès incroyables. Enfin, il est vraiment hyper fort, job de dingue. Moi, personnellement, quelqu'un que j'admire énormément. Et là, il m'envoie un message en me disant, Annabelle, je viens de lire ton article, est-ce qu'on pourrait se parler? Est-ce que tu as 30 minutes pour que je t'appelle? Donc je me dis, qu'est-ce qui se passe, tu vois, voilà. Et là, il m'appelle, il me dit, voilà, je voulais te dire, j'adore, je trouve ça génial. Donc en fait, je veux que tu saches que dès que tu auras besoin d'aide, je serai là. Et que si tu as besoin, que je peux me rendre utile d'une quelconque manière, tu me demandes et je le ferai. Et tu peux pas savoir le nombre de fois où j'ai dit « Salut Emmanuel, est-ce que tu peux m'aider là-dessus ? Salut, est-ce que... » mais systématiquement. Il a donné des cours, il a fait des conférences, je l'appelle sur des conseils, et c'est vrai, quoi. Et franchement, je vois pas bien ce que je peux lui donner en retour, tu vois, et ça, tu vois, c'est une sacrée claque. Ouais. Parce que tu te dis toujours « Ah, mais j'ai pas le temps », et il a pas le temps. Clairement, il a un agenda de ministre. Et du coup, ça, je trouve ça incroyable. Et là, récemment, on a Nacera Benfeda qui est... elle était l'ex-CPO de SoLoger, elle est aujourd'hui product manager freelance, une femme dans la tech d'ailleurs, et une femme qui est entrée dans le product management et la tech il y a déjà une 15aine d'années, donc assez génial. Et on était vraiment on avait vraiment une galère. Il nous fallait quelqu'un qui nous donne 5 semaines de son temps, c'est énorme. Elle avait des projets en freelance dans tous les sens, et elle nous a regardé avec mon associée Agnès, et elle a dit parce que c'est vous, je le fais, quoi. Et ça, et franchement, mais tellement sympa. Enfin, elle a pour de vrai autre chose à faire que de nous donner 5 semaines. Et parce qu'elle y croit à notre projet, ça, moi, c'est des petites claques que je me prends en me disant comment un jour, moi, j'arriverai à donner ça à quelqu'un, comment je peux rendre ça. Et c'est des belles claques professionnelles. Mais c'est que d'une manière, tu sais aussi donner aux autres. J'essaye en tout cas. On arrive vers la fin de cette émission et on arrive aux questions flash.
Quelle est la question qu'on te pose tout le temps et qui à force t'agace? Ah ouais, alors on me demande très souvent, mais il y a quoi d'innovant dans votre boîte? Ah, qu'est-ce que ça m'énerve. Est-ce que tu penses qu'on poserait la même question à un homme? Ah ouais. Ouais. Enfin, je sais pas, j'espère. J'espère tellement que je dis ah ouais, mais parce que là-dessus, Je préfère pas te poser la question. non, oui, je pense que un homme, je vais raconter un truc homme-femme là, puisqu'on est dans Sista que j'aime bien. Quand on a été lever des fonds avec mon associé, évidemment, on nous a posé ces questions de qu'est-ce qui est innovant, surtout quand tu expliques que tu vas pas que passer par le produit en ligne, que en fait c'est la pédagogie qui est innovante, que tout ça. Et je vais évidemment demander conseil autour de moi sur j'ai vu que tu avais levé des fonds, comment tu as fait, est-ce que tu as des recommandations à me donner, etc. Voilà le produit qu'on a. En plus, c'est un produit qui n'est pas forcément commun. Je suis pas un SaaS, B2B, etc. Et là, il y a une personne qui me regarde et qui me dit, en fait, c'est pas difficile pour lever des fonds, fais ton petit mec. Et donc, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Et elle me dit non, mais je dis pas ça de manière affreuse, hein, et surtout elle est assez féministe, la personne qui me dit ça. Elle me dit mais en fait il y a 3 règles absolues. Parce que de toute façon, tu vas lever de fonds auprès d'hommes qui ont des réflexes d'hommes et qui ont l'habitude de voir des entrepreneurs hommes. Donc, c'est aussi te mettre dans le truc et faire son petit mec. C'est 3 choses qui d'ailleurs pourrait peut-être nous faire pas trop du mal aux femmes. Et elle dit, le premier truc, à la rigueur, c'est basique, mais malheureusement, comme tu es une femme, on t'attend peut-être plus là-dessus, tu connais tes chiffres. Tu les connais sur le bout des ongles et tu te fais pas avoir là-dessus. Ça, ok, soit. Ça, pour le coup, bon. Deuxième chose, j'ai bien aimé, si on te dit que t'es belle, tu ne réponds pas que c'est parce que t'as mis du maquillage. Tu assumes le compliment. Tu assumes que ta trajectoire de boîte, elle est magnifique. Et tu dis, bah, mais là, c'est parce qu'on a eu de la chance. Ah, ça, c'est parce que je sais pas quoi. Ça, j'ai bien aimé, je trouve ça assez vrai. Et le troisième conseil qu'elle m'avait donné, c'est t'es bold. T'es beaucoup plus... t'es ambitieux au sens, tu veux dire des trucs où toi, tu crois que tu vas faire fois 3,5 l'année prochaine, bah, t'écris fois 6. What? Et je sais que le biais féminin va être de dire mais non, dans la justesse. Dans la justesse, mais il y a du bon, hein, oui. Au contraire. Enfin moi je défends la justesse plutôt. Mais je trouve que c'était hyper, et du coup t'es bold, donc t'as pas besoin de te justifier. Et je pense que nos réflexes féminins font qu'on justifie beaucoup plus. Et ça, est-ce que mes travers de bonne élève vont ressortir en expliquant par A plus B pourquoi je pense que ça, c'est la bonne idée? Ça revient souvent, cette thématique au micro des Sista. J'avais adoré ces 3 choses, je les ai vachement retenues et je trouve ça très vrai. Ben, merci en tout cas pour les conseils pour nos auditeurs qui nous écoutent et nos auditrices. La question qu'on ne pose jamais, et franchement, c'est tant mieux. La question qu'on me pose jamais, et franchement, c'est tant mieux... Est-ce que tu as des enfants? Si tu avais dû choisir, toi, une Sista, ce serait qui? Moi, une Sista, ça serait... Je vais rester dans l'éducation. Et c'est Chloé Hermary de Ada Tech School. Ouais. Qui, pour moi, a un combat qui est juste génial, qui est d'ouvrir l'école d'ingénieurs et l'école de la tech aux femmes en n'ayant pas imposé des quotas, en se disant il faut qu'il y ait autant de femmes que d'hommes dans nos promos, ou plus de femmes, et on va faire une école ou que réservée aux femmes, mais en ayant repensé carrément toute la pédagogie. Et donc, si pour moi, il y a une nouvelle Maria Montessori, elle peut être là, quoi. Et du coup, voilà, Chloé Hermary serait ma Sista. Eh ben, merci pour ce coup de projecteur et merci pour cet entretien solaire, Annabelle, au micro de 40 nuances de Next. À bientôt. Merci Solène, à bientôt. 40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.